Le capitaine d'un chalutier qatari qui faisait route tôt le matin vers le port de Doha a aperçu un bateau à moteur à la dérive, en pleine mer. En s'approchant, l'équipage a découvert deux femmes à bord. L'une d'elles, identifiée plus tard comme étant une ressortissante indonésienne, était morte d'une hémorragie massive causée par une blessure que les experts ont par la suite identifiée comme étant le résultat d'un tir de flèche de chasse. La seconde, une ressortissante égyptienne, était en état de choc profond et souffrait de déshydratation sévère. Cette découverte, enregistrée par les gardes-côtes, a été le point de départ d'une enquête que les autorités qataries ont ensuite tenté de clore sans faire de bruit. Pour comprendre comment ces femmes se sont retrouvées à 80 km de la côte, il faut reconstituer les événements qui ont précédé leur découverte. Au cœur de cette histoire se trouve Yasmine, une Égyptienne de 28 ans arrivée à Doha avec un visa de travail. Comme des milliers d'autres femmes d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et des pays arabes, elle travaillait comme domestique. Son contrat avec une agence de nettoyage à Doha lui assurait un revenu de 600 dollars américains par mois. C'était un salaire standard pour un tel poste, mais pour Yasmine, il était essentiel. Elle envoyait presque tout ce qu'elle gagnait à sa famille, au Caire. L'argent servait à subvenir aux besoins de sa mère malade, qui avait besoin d'une opération coûteuse des reins, et à l'éducation de ses 3 jeunes sœurs. Yasmine travaillait 100 jours de congé, prenait des heures supplémentaires et économisait rigoureusement. Sa vie à Doha était un cycle fermé. Travail dans les maisons de Qataris aisés, sommeil court dans une chambre commune qu'elle partageait avec d'autres employés et appels hebdomadaires à la maison. La direction de l'agence la décrivait comme une employée efficace et discrète. Ce sont précisément ces qualités qui ont apparemment attiré l'attention sur elle lorsqu'une demande inhabituelle est parvenue à l'agence. Un jour, le directeur de l'agence a convoqué Yasmine dans son bureau. On lui a proposé ce qu'on a appelé un projet spécial. Il s'agissait d'un travail temporaire, pour 3 jours seulement. Le client était une personnalité haut placée, dont le nom n'a pas été divulgué. Le lieu de travail était un domaine privé où elle serait conduite. La nature du travail était décrite de manière vague. Aide à la préparation d'un événement privé, service aux invités. La rémunération pour ces 3 jours de travail était fixée à 5 000 dollars américains. Ce montant était près de 10 fois supérieur à son salaire annuel. Le directeur de l'agence a souligné que l'offre exigeait une confidentialité absolue et une décision immédiate. Yasmine était consciente des risques liés au travail lors d'événements privés fermés, dont diverses rumeurs circulaient parmi les domestiques. Cependant, la somme de 5 000 dollars couvrait entièrement le coût de l'opération pour sa mère et la rééducation qui suivrait. Après une brève réflexion, elle a donné son accord. On lui a demandé de signer des documents supplémentaires de confidentialité, rédigés en anglais, langue que Yasmine ne maîtrisait qu'à un niveau élémentaire. Elle n'en a pas reçu de copie. Le lendemain, une voiture sans insigne est venue chercher Yasmine à la résidence de l'agence. Elle a été conduite à un petit aérodrome privé à l'extérieur de Doha. C'est là qu'elle a rencontré pour la première fois les 3 autres femmes également engagées pour ce travail. Elles avaient à peu près le même âge qu'elle. L'une venait des Philippines, l'autre d'Indonésie et la 3e du Kenya. Elles restaient à l'écart et il était évident qu'elles avaient également reçu pour instruction de ne pas établir de contacts inutiles. Elles ont été embarquées dans un hélicoptère. Le vol a duré environ 1 heure. En regardant par le hublot, Yasmine a vu la côte du Qatar disparaître, remplacée par la surface bleue uniforme du golfe Persique. L'île sur laquelle l'hélicoptère atterrit était petite, d'une superficie estimée à 4 km² maximum. Elle était densément couverte d'une végétation ressemblant à une jungle et de palmiers. Sur la côte, près d'un petit embarcadère, se trouvait la seule villa moderne, construite en verre et en béton. Sur l'aire d'atterrissage, ils furent accueillis par un homme qui se présenta comme le gérant.
C'était un homme au visage sévère, d'origine pakistanaise, qui parlait un anglais clair. Il confisqua immédiatement les passeports et les téléphones portables des femmes, expliquant que c'était pour des raisons de sécurité et pour les formalités d'enregistrement sur un terrain privé. Lorsque Yasmine a demandé quand ces documents lui seraient rendus, le directeur a répondu que toutes les questions seraient réglées à la fin de la journée. Les femmes ont été conduites dans un bâtiment séparé, adjacent à la villa principale. Les chambres étaient luxueuses, avec des fenêtres panoramiques donnant sur l'océan. Le directeur leur a communiqué les règles. Le prince Nasser, propriétaire de l'île, alors âgé de 42 ans, arriverait le lendemain. La journée d'aujourd'hui était consacrée au repos. Il leur était interdit de quitter le bâtiment réservé aux invités et de s'approcher de la villa principale ou du quai sans être accompagnés. Le soir, on leur apporta le dîner. Les femmes mangèrent en silence. La tension entre elles montait. Elles se retrouvaient complètement isolées, à 80 km du continent, sans papier, sans moyen de communication, sur une île appartenant à un homme qu'elles n'avaient jamais vu. Les tentatives de Yasmine pour parler aux autres échouèrent. Elles étaient effrayées et ne voulaient manifestement pas enfreindre les règles établies. Vers le soir, Yasmine se retrouva seule dans sa chambre. Elle inspecta la pièce. Dans l'armoire, en plus du peignoir, elle découvrit un ensemble de vêtements de sport de couleur sombre, soigneusement pliés, et une paire de baskets neuves, parfaitement à sa taille. Elle apprit plus tard que les autres avaient reçu les mêmes vêtements. Ce fut le dernier détail dont elle se souvint avant de s'endormir, épuisée par le vol et la tension nerveuse. Vers 3 heures du matin, Yasmine et les autres femmes furent réveillées par un bruit fort, que Yasmine identifia plus tard dans sa déposition comme des coups de feu tirés à proximité immédiate du bâtiment réservé aux invités. Il ne s'agissait pas de coups de feu isolés. Selon son témoignage, il s'agissait d'une rafale courte mais intense tirée en l'air, vraisemblablement à partir d'armes automatiques. Presque immédiatement après, les portes de leurs chambres ont été ouvertes de force. Plusieurs personnes ont fait irruption dans les pièces. Selon Yasmine, il s'agissait des mêmes gardes qui les avaient accueillis à leur arrivée, mais leurs visages étaient désormais dissimulés par des masques tactiques et ils étaient armés de fusils automatiques. Ils n'ont pas prononcé un mot, se contentant de gestes brusques. Les gardes ont indiqué aux femmes des tenues de sport et des baskets que Yasmine avait remarquées auparavant dans l'armoire. On leur a ordonné de se changer immédiatement. Sous le choc et désorientées, les femmes n'ont pas pu résister ni poser de questions. Elles ont été conduites hors des chambres, les mains brutalement attachées dans le dos avec des liens en plastique. Les femmes ont été conduites sur un sentier à peine éclairé, depuis le bâtiment réservé aux invités jusqu'au cœur de l'île, au milieu de la jungle. Après environ 15 minutes de marche, elles sont arrivées dans une clairière, éclairée par plusieurs puissants projecteurs alimentés par un générateur. Au centre de la clairière, un homme les attendait. C'était le prince Nasser, âgé de 42 ans. Il était vêtu d'un camouflage coûteux, comme celui utilisé par les chasseurs professionnels. Il tenait dans ses mains un arc de chasse composite moderne et portait un grand couteau dans un étui tactique fixé à sa hanche. Le directeur pakistanais qui les avait accueillis à leur arrivée se tenait à côté de lui et faisait office d'interprète, bien que le prince semblait comprendre l'anglais. Le prince Nasser examina les femmes. Selon la description de Yasmine, son regard était dénué de toute émotion. Puis il se mit à parler. Son ton était calme, professionnel, comme s'il donnait des instructions à son personnel avant le début d'une activité de routine. Le directeur traduisait ses paroles. Le prince expliqua les règles. Il qualifia ce qui allait se passer de « jeu de survie ». Il leur a dit qu'il leur accordait exactement 30 minutes d'avance. Après cela, ils commenceraient la chasse. Leur tâche consistait à se cacher et à survivre sur le territoire de l'île.
Il leur a rappelé que l'île était entourée d'eau et que la côte la plus proche se trouvait à 80 km, ce qui rendait toute tentative de fuite à la nage impossible. Le prince a précisé que le jeu durerait 12 heures. Cependant, il a également fixé une condition essentielle. Si au moins l'une d'entre elles survivait jusqu'à 6 heures du matin, c'est-à-dire jusqu'à l'aube, elle serait déclarée gagnante. Selon lui, la gagnante serait immédiatement libérée et recevrait une récompense de 100 000 dollars américains. Il n'a pas précisé ce qu'il adviendrait de celle qu'il attraperait avant cette heure. Selon Yasmine, les femmes étaient dans un état de torpeur. La Kenyane se mit à pleurer doucement, mais le directeur lui ordonna brusquement de se taire. Le prince Nasser fit un signe et l'un des gardes coupa les liens qui retenaient les mains des femmes. « Courez !» leur a-t-il dit. Les femmes se sont précipitées dans toutes les directions, dans l'obscurité de la jungle, loin de la clairière éclairée. Yasmine, qui avait pratiqué l'athlétisme à l'école au Caire et qui avait une bonne endurance, s'est mise à courir sans se retourner. Sa première pensée fut de rejoindre la côte. Elle pensait instinctivement qu'au bord de l'eau, elle aurait plus de chances de trouver un refuge ou peut-être un moyen de quitter l'île. À ce moment-là, elle ne réalisait pas vraiment la distance qui la séparait du continent dont le prince avait parlé. La jungle était dense et inconnue. Elle se frayait un chemin à travers les buissons, essayant de se déplacer le plus silencieusement possible, mais sa propre respiration lui semblait assourdissante. Après un certain temps, Yasmine estima à environ 1 heure, bien que dans son état de panique, sa perception du temps fut fortement perturbée, elle entendit le premier cri. C'était un cri féminin distinct, plein d'horreur, provenant de l'autre côté de l'île, où, d'après ses souvenirs, la Kenyane s'était enfuie. Le cri était fort, perçant, et s'était brusquement interrompu. Yasmine se figea, se collant au sol et se cachant dans les racines épaisses d'un grand arbre. Elle essaya de réprimer sa panique. La peur fit place à une compréhension froide et claire. Ce n'était pas un jeu ou une forme de mise en scène cruelle. C'était la réalité. Le prince Nasser était vraiment à leur poursuite et il était armé. Yasmine continua d'avancer, mais beaucoup plus lentement, tendant l'oreille au moindre bruit. Elle décida de longer la côte tout en restant à l'abri des arbres. L'air humide de la nuit rendait la respiration difficile. Elle s'orientait grâce au bruit des vagues, à peine audible à travers le feuillage épais. Elle était consciente que le chasseur utilisait probablement des appareils de vision nocturne, ce qui la rendait totalement vulnérable dans l'obscurité. Elle essayait de choisir des itinéraires où le feuillage était plus dense, en évitant les clairières ouvertes. Après ce qui lui sembla être 2 heures supplémentaires, un deuxième cri retentit. Il était beaucoup plus proche que le premier. Yasmine reconnut la voix de la Philippine. Le cri fut bref, suivi d'un bruit semblable à une lutte ou à une chute, puis le silence revint. Il ne restait plus que 2 personnes. Yasmine s'allongea sur le sol, la bouche couverte de ses mains, pour ne pas faire de bruit. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Consciente que rester passive dans la jungle l'amènerait inévitablement à sa perte, Yasmine commença à s'enfoncer prudemment dans l'île, loin de la côte où, selon elle, le chasseur pouvait l'attendre. Elle avançait presque à l'aveuglette, trébuchant sur les racines et les branches. Au cours d'une de ces pauses, elle faillit heurter une autre silhouette. C'était une Indonésienne qui, comme Yasmine s'en souvenait d'une brève conversation dans l'hélicoptère, s'appelait Sari. Sari était tout aussi effrayée, mais contrairement à Yasmine, elle était pieds nus, ayant perdu ses baskets en traversant une petite zone marécageuse. Les femmes ont communiqué à voix basse. Sari était au bord de l'hystérie, mais Yasmine a réussi à la calmer en lui expliquant que le bruit attirerait l'attention. Elles ont compris que leur seule chance était d'unir leurs forces. Se déplacer à 2 était plus dangereux en termes de bruit, mais leur donnait un avantage psychologique. Elles ont discuté de la situation.
Yasmine a supposé que le prince ne s'attendait pas à ce qu'elle se rende à la villa où se trouvaient les gardes. Mais Sari a émis une autre hypothèse. Elle a fait remarquer que la villa était le seul endroit de l'île où il y avait des moyens de communication. Si elle parvenait à s'introduire discrètement dans la maison, elle pourrait trouver une cabine radio ou un téléphone satellite et appeler à l'aide. C'était un plan désespéré. La villa était le centre des opérations du prince et il y avait certainement des gardes armés. Cependant, l'alternative était d'attendre passivement dans la jungle jusqu'à ce qu'un chasseur les trouve avec son arc. Ils ont décidé de prendre le risque. Selon leurs calculs, il ne restait plus que 2 heures avant l'aube, c'est-à-dire avant 6 heures du matin. Ils n'avaient pas le temps de se cacher davantage. Ils commencèrent à avancer lentement vers la villa, guidés par les faibles lumières des bâtiments de service qui étaient visibles à travers les arbres. Selon les estimations de Yasmine, il leur fallut plus d'1 heure pour s'approcher de la villa. Ils avançaient lentement, profitant des ombres épaisses, passant d'un abri à l'autre. Il restait très peu de temps. L'horloge accrochée au mur dans le bâtiment des invités, dont Yasmine se souvenait, indiquait que l'aube se lèverait vers 6 heures du matin. D'après leurs calculs, il devait être environ 4h30 du matin. Tout leur espoir reposait sur le fait que le prince, après avoir capturé 2 proies, pourrait cesser sa chasse active jusqu'au matin, ou que les gardes, convaincus de l'isolement de l'île, auraient relâché leur vigilance. La villa semblait plongée dans l'obscurité, à l'exception de quelques lumières de service tamisées sur le périmètre. Les pièces principales, avec leurs fenêtres panoramiques, étaient sombres. Les femmes firent le tour du bâtiment à la recherche d'un point d'entrée. Elles découvrirent que la porte menant à la cuisine depuis la cour intérieure n'était pas verrouillée. Il s'agissait soit d'une négligence du personnel, soit, plus probablement, d'un élément d'un plan bien pensé. Elles n'avaient d'autre choix que de prendre ce risque. Une fois à l'intérieur, elles se retrouvèrent dans une grande cuisine équipée des dernières technologies. Tout était en acier inoxydable et en pierre. Elles avancèrent à tâtons en essayant de ne pas faire de bruit. De la cuisine, elles arrivèrent dans le hall principal de la villa. La lumière de la lune qui pénétrait à travers les parois vitrées créait un éclairage trompeur. Ils passèrent devant le bar, rempli de boissons coûteuses. Leur objectif était la salle radio ou le bureau du directeur, où pouvaient se trouver les moyens de communication. Ils trouvèrent une porte qui semblait mener à un couloir de service. Au bout du couloir se trouvait une pièce contenant du matériel électronique. C'était la salle radio équipée d'une liaison satellite. Le matériel semblait complexe, mais le transmetteur principal était muni d'un bouton rouge standard portant le symbole international de détresse, SOS. Yasmine, qui avait suivi des cours de base sur le fonctionnement des équipements de bureau en Égypte, comprit que l'activation de ce signal était peut-être leur seule chance. Sari resta près de la porte pour surveiller le couloir, tandis que Yasmine s'approcha de la console. Elle appuya sur le bouton. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis un voyant vert s'alluma sur le panneau, confirmant la transmission du signal. À ce moment-là, un clic retentit dans le haut-parleur situé dans le coin de la pièce, suivi de la voix calme du prince Nasser. Il parlait en anglais. Il les félicita d'être arrivés jusqu'à la finale. Au même moment, une lumière vive s'est allumée dans le couloir et dans la cabine elle-même. Les femmes ont été aveuglées. Le prince Nasser se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était calme. Il tenait toujours son arc de chasse. Mais cette fois-ci, une flèche était placée sur la corde. Il n'était pas seul. Le directeur pakistanais se tenait derrière lui, bloquant la sortie. Le prince leva lentement son arc. Il ne visait pas Yasmine, qui se tenait près de la console, mais Sari, figée dans l'embrasure de la porte. Sari cria, mais n'eut pas le temps de bouger. Le prince banda son arc. Le bruit du tir était presque inaudible, juste un claquement sec et un sifflement. La flèche à pointe de chasse s'enfonça profondément dans la cuisse de Sari, à quelques centimètres de l'artère fémorale.
Sari s'effondra sur le sol, son cri se transformant en gémissement. Du sang noir commença immédiatement à imprégner son pantalon de sport et à se répandre sur le sol clair du couloir. En voyant cela, Yasmine réagit instinctivement. Elle n'était plus une victime paralysée par la peur, elle agissait par désespoir. Sans hésiter, elle se tourna vers le comptoir du bar, situé à quelques pas de la salle radio, dans le hall principal. Le prince, profitant manifestement de l'instant, se tournait lentement vers elle, peut-être pour recharger son arc ou simplement pour parler. Yasmine saisit une lourde bouteille de whisky pleine sur le comptoir. De toutes ses forces, elle la lança sur le prince. Elle visait la tête. La bouteille frappa Nasser à la tempe. Il y eut un bruit sourd et le tintement du verre brisé. Le prince ne fit aucun bruit. Il s'effondra simplement sur le sol, comme un mannequin, et resta immobile, ayant perdu connaissance pendant un court instant. Le gérant, qui se tenait derrière lui, fut pris de court pendant un instant, ne s'attendant pas à une telle agression. Ce moment suffit à Yasmine. Elle se précipita vers Sari. L'Indonésienne était consciente, mais en état de choc. « Cours !» murmura Sari. Mais Yasmine refusa de l'abandonner. Elle attrapa Sari par les aisselles et la traîna sur le sol, laissant derrière elle une large traînée de sang. Le gérant reprit ses esprits et se mit à crier, appelant manifestement la sécurité qui, selon Yasmine, dormait dans une autre aile de la villa. Yasmine traîna Sari à travers le hall principal, vers les portes vitrées donnant sur le quai. Elle ne pesait pas lourd, mais pour Yasmine, épuisée, c'était une tâche presque impossible. Elle la traîna jusqu'au ponton en bois. Plusieurs bateaux étaient amarrés au quai, dont celui qui devait apparemment servir à la partie de pêche ou à la promenade en mer prévue le lendemain matin. Un petit bateau à moteur puissant. Yasmine traîna Sari jusqu'au bord et, dans un effort surhumain, la fit passer à l'intérieur. Elle sauta à sa suite. Désespérée, elle regarda le tableau de bord. À sa grande surprise, et peut-être s'agissait-il là d'un autre détail du plan diabolique du prince ou d'une simple négligence du personnel, la clé était dans le contact. Yasmine n'avait jamais piloté de bateau de sa vie. Elle tourna la clé. Le moteur démarra immédiatement dans un rugissement qui rompit le silence de la nuit. Des cris retentirent depuis la villa. Les gardes se précipitèrent vers le quai. Yasmine actionna désespérément le levier qui, selon elle, servait à faire avancer le bateau. Le bateau démarra en trombe, heurta le quai, mais parvint à s'échapper en pleine mer. Yasmine dirigea la proue du bateau loin de l'île, vers l'obscurité de la mer ouverte. Presque immédiatement, elle entendit le rugissement d'un deuxième moteur, plus puissant. Les gardes avaient mis en marche le bateau de poursuite. La course pour la survie se poursuivait sur l'eau. Yasmine n'avait pas la moindre idée de la navigation. Elle se contentait de diriger le bateau tout droit, tandis que Sari gémissait et saignait au fond du bateau. Yasmine essayait de tenir le volant d'une main et de comprimer la blessure de Sari de l'autre, mais c'était inutile. Il y avait du sang partout. La poursuite se poursuivait dans l'obscurité précédant l'aube. Le bateau de garde était plus rapide, mais Yasmine manœuvrait désespérément, bien que maladroitement. Le jour commençait à poindre. Le ciel à l'est prenait une teinte grise. Et dans cette première lueur, Yasmine aperçut une silhouette. Ce n'était pas le bateau de garde qui avait pris du retard, mais un grand navire. C'était un chalutier de pêche qatari qui se dirigeait vers le port de Doha. Le capitaine du navire, comme il l'a rapporté plus tard aux gardes-côtes, a remarqué un petit bateau qui avançait de manière chaotique, avec 2 femmes à bord. Lorsque le chalutier s'est approché, l'équipage a découvert une scène qu'il ne pouvait expliquer. Une femme, couverte de sang, gisait inconsciente, tandis que la seconde, en état de déshydratation extrême, tentait d'attirer leur attention avant de perdre connaissance à son tour. Les pêcheurs ont hissé les 2 femmes à bord. L'équipage du chalutier leur a immédiatement prodigué les premiers soins à l'aide de sa trousse de secours. Mais les blessures de Sari étaient trop graves.
le capitaine a contacté par radiotéléphone les gardes-côtes du Qatar pour signaler une situation d'urgence. 2 femmes blessées avaient été découvertes en pleine mer. Il a reçu l'ordre de se rendre au port de Doha à vitesse maximale et a été informé qu'une équipe d'ambulanciers et la police les attendraient au port. À leur arrivée à Doha, le quai était déjà bouclé par les forces de sécurité. L'équipe médicale a immédiatement transféré les 2 femmes dans des ambulances. Sari, qui n'avait pas repris connaissance, a été transportée d'urgence au bloc opératoire de l'hôpital principal de Hamad. Yasmine, en état de choc psychologique profond et d'épuisement physique, a également été hospitalisée. 1 heure après son arrivée à l'hôpital, Sari est décédée sur la table d'opération. Selon les conclusions des médecins, la mort est survenue à la suite d'une perte de sang irréversible et d'un choc hémorragique causé par la rupture de l'artère fémorale. Au départ, la police, arrivée à l'hôpital, a considéré l'incident comme une possible attaque de pirates ou une tentative ratée d'immigration clandestine. Cependant, dès que Yasmine a pu parler, son témoignage a radicalement changé le cours de l'enquête. Elle a raconté en détail, bien que de manière confuse en raison du choc, les événements des 12 dernières heures, l'offre d'emploi, le vol en hélicoptère, l'arrivée sur une île privée, la confiscation des documents, les vêtements de sport dans les armoires et enfin, la chasse nocturne organisée par le prince Nasser. Elle a décrit la mort de la Kenyane et de la Philippine, le piège tendu dans la villa et la blessure de Sari. Au début, les policiers ont accueilli son récit avec scepticisme, le prenant peut-être pour les divagations d'une personne traumatisée. Cependant, les preuves matérielles étaient irréfutables. La blessure de Sari n'avait pas été causée par une arme à feu ou une arme blanche ordinaire, mais par une pointe de chasse spécifique qui avait été retirée pendant l'opération. De plus, Yasmine a donné un nom précis, le prince Nasser, membre d'une branche influente de la famille régnante. Ce nom a immédiatement fait passer l'enquête à un niveau supérieur. L'affaire a été transférée de la police portuaire au service de sécurité nationale. Sur la base du témoignage de Yasmine et des preuves matérielles, le cadavre de Sari, il a été décidé de mener une opération immédiate sur l'île, qui a été rapidement identifiée par les services de contrôle aérien comme étant la propriété privée du prince Nasser. Une unité spéciale des gardes-côtes a été envoyée sur l'île. Ce qu'ils ont découvert a entièrement confirmé les dires de Yasmine. Le prince Nasser, son intendant et plusieurs gardes se trouvaient sur l'île. Le prince présentait des traces visibles de blessures à la tête, probablement causées par un coup porté avec une bouteille. En inspectant l'île, dans la zone indiquée par Yasmine comme étant l'endroit où elle avait entendu des cris, l'équipe opérationnelle a découvert 2 tombes fraîchement creusées. Les tombes étaient peu profondes, creusées à la hâte. Elles contenaient les corps de 2 autres femmes, une Philippine et une Kenyane. L'examen médico-légal effectué par la suite a établi que les 2 femmes étaient décédées des suites de multiples blessures par arme blanche, vraisemblablement infligées à l'aide d'un grand couteau de chasse. Des traces de sang correspondant au groupe sanguin de Sari ont été découvertes dans la villa, ainsi que des éclats de verre provenant d'une bouteille de whisky de grande valeur. Le prince Nasser et tout le personnel présent sur l'île ont été arrêtés et emmenés à Doha pour être interrogés. Cet incident impliquant un membre de la famille royale, 3 ressortissantes étrangères assassinées et un seul témoin survivant avait le potentiel de dégénérer en un scandale international majeur. Cependant, les événements ont pris une autre tournure. Le prince Nasser a été placé en détention. Une équipe d'avocats de haut rang s'est immédiatement saisie de l'affaire. Leur stratégie de défense a été annoncée presque immédiatement. Selon leur version, ce qui s'est passé sur l'île n'était pas un meurtre. Ils ont affirmé que les femmes avaient été engagées pour participer à un jeu de rôle extrême avec des éléments de survie. Les avocats ont présenté des contrats prétendument signés par les 4 femmes, y compris Yasmine et Sari.
Ces documents, rédigés en anglais, décrivaient en détail les risques, y compris la possibilité de blessures, et indiquaient une rémunération de 100 000 $ pour avoir réussi le jeu. Les avocats ont insisté sur le fait que toutes les femmes avaient participé volontairement, attirées par la somme importante. Selon eux, la mort était un accident tragique, résultant du non-respect des règles de sécurité pendant le jeu. L'enquête a également rencontré des difficultés pour rassembler des preuves directes contre le prince. L'arme du crime, le couteau avec lequel la Kenyane et la Philippine ont été tuées, n'a jamais été retrouvé. Selon la défense, l'arc qui a blessé Sari était chargé d'une flèche spéciale, sans danger, à pointe émoussée destinée au jeu de rôle, et la blessure mortelle était le résultat d'un accident et de la chute de Sari. Le témoignage de Yasmine était la seule accusation directe, mais elle était partie prenante, et la défense a insisté sur le fait qu'elle avait violé les termes du contrat et qu'elle tentait désormais d'échapper à toute responsabilité dans cette tragédie. 3 jours après son arrestation, le prince Nasser a été libéré, faute de preuves directes, le reliant directement au meurtre. Le directeur a assumé la responsabilité de l'organisation insuffisante de la sécurité de l'événement. Quant à Yasmine, son statut de témoin s'est rapidement transformé en problème. Elle était hospitalisée sous bonne garde, pratiquement isolée. Ni les représentants de l'ambassade d'Égypte, ni les journalistes n'étaient autorisés à la voir. Quelques jours après la libération du prince, elle a reçu la visite de personnes qui ne se sont pas présentées, mais qui agissaient au nom des autorités. On lui a fait une offre qu'elle ne pouvait refuser. Elle recevrait une compensation de 500 000 $ américains. En échange, elle devait quitter immédiatement le Qatar et retourner en Égypte. On lui a également fait clairement comprendre que la sécurité de sa famille, au Caire, sa mère et ses 3 sœurs, dépendait directement de son silence total. Toute tentative de contacter les médias ou les organisations de défense des droits humains aurait des conséquences fatales pour ses proches. Privée de passeport, de téléphone et de tout soutien, Yasmine a été contrainte d'accepter. Elle a été expulsée du Qatar le jour même, embarquée sur un vol privé à destination du Caire. L'argent a été transféré sur un compte anonyme. L'histoire de la chasse sur l'île n'a jamais été largement médiatisée. Les autorités qataries ont classé l'incident comme un accident survenu sur un terrain privé. Les familles des Philippines et des Kenyanes décédés ont également reçu des indemnités substantielles par l'intermédiaire de leurs agences de recrutement, ce qui a garanti leur silence. L'affaire a été officiellement classée.